Bienvenue au duel de ce dimanche 19 décembre de l'année 2021. Au cœur du débat de ce dimanche, nous allons parler du deuxième programme d'action du gouvernement, bien sûr, dans le cadre de ce second quinquennat du président Patrice Talon. Quels sont les différents axes de ce programme d'action du gouvernement? On en a quelques idées à l'occasion du Conseil des ministres et il en ressort que ce programme d'action du gouvernement consacre le tiers de ses prévisions aux questions d'ordre social. Est-ce une bonne nouvelle pour les concitoyens? On va poser la question à nos différents invités. Ensuite, on va opiner sur les différentes sanctions des États-Unis d'Amérique contre le Bénin, notamment en attaquant le programme MCA. Les États-Unis d'Amérique, à travers ce programme, qui estiment que les efforts de démocratie sont en train de disparaître ou sont en train d'être érodés de plus en plus. On va aussi en parler dans le duel de ce dimanche qui reçoit pour vous sur ce plateau Antoine Anoukonou, qui est acteur politique de la majorité présidentielle. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Gilles Christ. En face de vous, Julien Kandé-Kansou, qui est un écrivain engagé. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci à vous deux d'être venus débattre avec nous. Et Julien Kandé-Kansou, justement, est-ce que le programme d'action du gouvernement de ce second quinquennat, à travers les idées que le Conseil des ministres a révélées, est-ce que ça vous rassure de ce que, effectivement, les populations vont davantage avoir une idée dans la pratique du hautement social? Et je puis saluer d'abord les téléspectateurs et vous pour m'avoir invité, et à mon cher ami Edné Adoukonou. Et je pense qu'il faut mettre le gouvernement à l'épreuve pour voir si effectivement cette fois-ci nous allons avoir les retombées du hautement social. Parce que quand le président Talon prêtait serment l'année dernière, il disait ce mandat est un mandat à hautement social. Mais malheureusement, on a constaté que le prix du bidon de l'huile d'arachide ou d'olive qu'on appelle communément l'huile d'arachide, qui était en 13 000 ou 14 000, et puis ici ça varie trop, c'est 16 000, on vend ça à 25 700 francs, j'ai acheté la fois dernière. Tout a augmenté de prix et malheureusement, depuis longtemps, près de 10 ans, le SMIC n'a pas augmenté, n'a pas changé. Et les enseignants, quand on connaît leur stature et ce qu'ils gagnaient dans la vacation et le contrat qu'on leur donne, ce qu'on leur paye aujourd'hui, en sachant que si une parcelle qui coûtait 20 000 dans une localité INS, pendant 6 ans, cette parcelle ne serait plus à 20 000 francs, en sachant que le kilo de maïs n'était plus à 100 francs, et tout évolue, et puis les Béninois sont appelés à payer beaucoup plus d'impôts, mais le salaire n'augmente pas, les primes et n'ont pas connu d'évolution. Au contraire, les primes sont supprimées. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore eu de social. On a eu de la pressuration du peuple, du bas peuple. Mais comme on a annoncé qu'en 2022, et comme nous ne sommes pas en 2022, on ne pourrait pas savoir si, par coup de magie, l'État va subventionner les prix des denrées alimentaires. Parce que quand on dit social, pour moi, ce n'est pas le fait de voir M. Adoukonou de lui donner 10 000, de me donner moi 10 000, 20 000, ou bien on partage de l'argent de maison en maison qui fait le social selon moi. Le social pour moi est qu'on redistribue la richesse du pays de façon équitable selon ce que chacun fait. Si on subventionne le prix de l'essence à la station qui est à 550 ou bien 520 francs, et c'est venu à 300 francs le litre, tout le monde bénéficie. Parce que celui qui a pris l'essence moins cher, le transport sera moins cher. Si le transport est moins cher, celui qui veut acheter au marché comme c'est moins cher, il redistribue jusqu'à la base où tout le monde trouve ça. Et sur le plan de la santé, si la santé est de meilleure qualité et le plateau technique sanitaire, on revoit ce plateau technique sanitaire, je pense que tous ceux qui sont malades et qui jouissent d'un bon traitement, ceux-là vont avoir déjà le social qu'on demande. D'accord. Et au niveau, je continue un peu, excusez, et au niveau de nos salaires, des prix, comment dire, du SMIC, et au niveau on a parlé de la revalorisation des salaires des travailleurs. Oui, donc, ça a été dit. Si tout ceci se fait et le salaire, ça change un peu et les impôts diminuent un peu où on redistribue les richesses, je pense que le Béninois se sentirait un peu plus allégé et va vivre mieux. Parce que quand on n'a pas les moyens, on veut vraiment. Parce que je donne un exemple de taxi, Bénin Taxi qui n'a pas marché selon moi. C'est parce que les gens n'ont pas les moyens de prendre ce taxi-là. S'ils avaient les coûts, ils allaient plus le faire. Donc, si on donne le pouvoir d'achat aux Béninois, il va investir, il va monnayer, et puis d'une manière ou d'une autre, l'argent circule. Très bien. Est-ce que le programme d'action du gouvernement de ce second quinquennat est une
est une manne qui tombe justement pour les citoyens béninois, Antoine Adoukonou? Non, je crois que je le serais pareil en termes de manne. Parce que quand nous parlons de manne, nous faisons nécessairement référence au texte biblique. Et tout le monde sait dans quelles conditions la manne est tombée du ciel. C'était pratiquement mystique. C'est sans contrepartie d'effort du peuple d'Israël qui faisait son parcours dans le désert. Donc, parler de la manne, je ne suis pas d'accord parce que nous sommes dans un contexte aujourd'hui où c'est l'économie qui se prononce. Il y aura nécessairement la contrepartie des populations. Donc, c'est pourquoi parler de la manne, je ne crois pas. Je pense que avant de me prononcer sur cet aspect social du PAG2, il est toujours nécessaire de faire une mise au point par rapport à un certain nombre de concepts de la vie socio-économique. Parce que, faute de maîtrise des concepts, on peut aller à toutes les analyses perverses de ce que c'est que, d'abord, le fonctionnement d'une économie et par conséquent, ce que c'est que le social. Je prends d'abord la question de l'économie elle-même. Et je l'ai toujours répété, de par sa définition, il s'agit de l'allocation des ressources rares aux besoins illimités. Pour être plus simple, au profane, on ne parle pas d'économie dans un environnement où nous sommes en présence de biens libres. C'est-à-dire que c'est parce que les ressources qui existent dans un périmètre donné sont inférieures aux besoins qu'on peut parler d'économie. Dans le cas contraire, il n'y a pas d'économie. Si par exemple, le chef de l'État était élu pour que chaque Béninois puisse avoir de l'air dans sa maison ou tout autour de lui, l'air étant défini comme un bien libre, je pense que tous les Béninois seraient déjà satisfaits. Parce qu'est-ce qu'il y a un Béninois qui n'a pas de l'air chez lui? Donc, si le rôle du chef de l'État et de son gouvernement, c'était de donner de l'air à tous les Béninois, l'équation aurait été résolue depuis. Donc, nous ne sommes pas en présence d'un bien, d'un besoin, comme l'air, mais nous sommes en présence de besoins dont la satisfaction provient des ressources illimitées. Ça veut dire quoi? D'une manière ou d'une autre, il n'y aura jamais une économie au monde où tout le monde serait satisfait. Vous ne verrez pas. Et donc, l'insatisfaction des uns et des autres ne saurait s'entendre synonyme de ce que les gouvernants ne travaillent pas. Mais, il faut beaucoup plus juger les gouvernants sur leur capacité à redistribuer, d'abord à distribuer, à redistribuer le peu qui existe. C'est sur ça qu'on peut apprécier les gouvernants. Moi, je n'apprécie pas un président de la République sur sa capacité à satisfaire tous les Béninois, non. Alors, notamment. Mais c'est sur sa capacité, d'abord, à mobiliser les ressources et sa capacité à faire l'option d'un choix idéal de redistribution pour que plus ou moins les uns et les autres soient satisfaits. Alors, est-ce que la capacité de redistribution dans le cas d'espèces avec ce nouveau gouvernement, est-ce que ça peut rassurer? Est-ce que c'est quelque chose de suffisamment appréciable? Moi, je crois que, personnellement, je pense qu'un effort est fait dans ce sens. Parce que les choix dont nous parlons sont des choix que chaque gouvernant fait. Ce n'est pas le choix qu'un gouvernement sous Boni Yahi a fait pour distribuer, redistribuer, que le gouvernement qui suit est tenu de faire, compte tenu des paramètres qui varient d'un instant à un autre. Je prends par exemple la question de l'augmentation des salaires, comme un exemple de choix
allant d'un gouvernement à un autre. Lorsque nous prenons, par exemple, le gouvernement du président Yahi Boni, nous avons connu le reversement de certains agents de l'État, d'accord, qui étaient appelés sous d'autres noms un peu partout là. Vous voyez, du coup, ça a fait un boom du salaire. Vous voyez. Ce gouvernement a fait ce que moi je peux appeler, a créé ce que je peux appeler le fait générateur. C'est ce gouvernement qui a permis de prendre l'acte administratif qui fait que les salaires ont connu un boom. Parce que les gens sont passés d'un statut précaire à un statut normal. Justement, parce que le besoin se sentait, puisque quand vous faites les statistiques, en ce moment, il y a peu d'agents permanents de l'État qui sont encore dans les administrations et peu même d'agents contractuels, parlant surtout de l'enseignement. Et la plupart étaient donc des agents occasionnels, payés dans un premier temps dans les collèges et après dans les recettes perceptions et tout ça là. Et donc, on a fait le point et on a vu que le besoin se fait tellement senti que si on devait même faire un recrutement, le recrutement serait tellement massif que on aurait perdu beaucoup d'argent, beaucoup de moyens pour faire ce recrutement. Vaut mieux passer à un reversement. Oui. Puisque j'étais syndicaliste et j'ai vécu des choses. Non, pourquoi je dis cela? Oui. Ça veut dire quoi? Compte tenu des besoins de ce moment, ce gouvernement a fait ce choix. Mais lorsque le président Talon est arrivé, par exemple, il se fait que le fait générateur étant créé, ça a généré beaucoup de rappels. De façon concrète, près de 200 milliards. Non, ce que je dis, on n'a pas l'entendre. Non, j'explique ces choses parce que j'ai vu tout à l'heure mon vis-à-vis citer les conditions de vie des vacataires, de ceci. Mais les réalités d'un gouvernement à un autre ne sont pas les mêmes. Si aujourd'hui le gouvernement décide, par exemple, ce même gouvernement a dit quoi? A dit, je suis venu trouver une grande caillotte de rappel. Entre continuer d'augmenter les salaires tout de suite pour satisfaire les travailleurs et être incapable de payer les rappels et augmenter encore les rappels parce que les salaires vont augmenter, ou bien faire l'option d'apurer un tant soit peu les rappels avant de faire l'augmentation, le gouvernement a fait le second choix. Donc, pendant les 5 ans, on n'a pas augmenté de salaire, on s'est consacré au rappel, même si par endroits les gens continuent de critiquer que les rappels ne tombent pas comme cela se doit, mais on a fait cette option quand même. D'accord? Et maintenant, le gouvernement réalise que oui, à partir du second quinquennat, je peux augmenter les salaires. Donc, moi je crois que les choix sont scientifiques, sont même pédagogiques et stratégiques. On ne peut pas faire les gouvernements ne peuvent pas faire les choix au pifomètre. Je pense qu'un gouvernement qui se veut sérieux, c'est un gouvernement qui cherche le bien-être des gens. On ne peut pas être à une étape X et on vient pour aller à une étape Y et les conditions vont se dégrader davantage. Ça, c'est ne pas tenir compte des réalités sociales. Ce n'est pas vouloir l'évolution des choses. Parce que il se fait appelez dégrader, soyez précis. La dégradation des faits, je vous donnais l'exemple de ceux qui étaient juste, quand on prend le domaine de l'enseignement, ceux qui étaient des enseignants vacataires occasionnels, qui gagnaient un certain nombre d'argent, salaire quand ils travaillent pendant les 8 mois, et un gouvernement fait une réforme. Il dit je vous sédentarise et donne des heures qui ne sont pas dans les normes et vous donne un salaire qui ne vous garantit même pas la liberté d'acheter de manger. Un salaire où celui qui a fait un bac plus 3, tout au moins, gagne un salaire de rue, de quelqu'un qui est en train de balayer les rues ailleurs. Donc, et au même moment, ce qui me fait moi mal, c'est que si le bidon d'huile était
qui était à 13 000 francs est venu à 8 000 ou à 10 000 francs, il n'y a pas de problème parce que l'État a subventionné d'une manière ou d'une autre, ça marche. Mais son salaire ne peut même pas lui permettre de manger et de continuer d'aller à l'école. Ce qui fait que je dis, si on veut parler du social, c'est-à-dire de revoir, moi je souhaite, c'est une doléance, que dans le budget, qu'on pourrait peut-être modifier ou faire la relecture au cours du chemin, qu'on puisse donner à ces enseignants qui pendant 9 mois travaillent et 3 mois ils sont à la maison et 4 mois plus tard ils trouvent il faut renouveler le contrat et 1 mois ou 2 mois avant de commencer à percevoir le premier salaire, qu'on leur donne un salaire de 12 mois sur 12. Eux ils ont eu la chance de faire un test et on les a déclarés admis. Cela voudrait dire qu'ils ont la possibilité, c'était même pas de reversement, c'est pas, ils ont fait un test et c'était les meilleurs qu'on avait choisis. Et mis à part cela, il faut revoir l'impôt que nous payons, les taxes que nous payons sur les denrées alimentaires afin que celui qui prend son salaire puisse réaliser quelque chose, puisse vivre. Parce qu'ailleurs, en temps sur le régime de Yahi Boni, il y avait au NASA où, quand les prix des denrées alimentaires débordaient, il y avait quelque part où ceux qui n'avaient pas tous les moyens de tout le monde allaient acheter et puis on réduisait le coût. Il faudrait que dans le social qu'on est en train de prévoir, il faut avoir des limites. Ça peut ne pas être aux années, on peut changer parce qu'on veut peut-être détruire ce qui était là, on veut effacer la mémoire collective, des choses. Mais il faut retrouver autre solution, autre formule pour permettre aux Béninois de trouver à manger, de se vertir et de se déplacer. En faisant ça, l'économie va tourner d'une manière ou d'une autre. Parce que si vous trouvez, si votre salaire était à 100 000 et vous trouvez 150 000 francs, vous allez faire plus de réalisations, vous allez plus dépenser. Et puis, ceux qui font d'autres activités, quand l'argent ne circule pas, c'est parce que ceux qui travaillent ne gagnent pas autant et ne pourront pas réinvestir. Quand je gagne un salaire... À toute fin utile, oui. Le programme d'action du gouvernement, selon le Conseil des ministres du 15 décembre, disait que... selon le Conseil des ministres, on disait que dans tout le programme d'action du gouvernement, les questions d'ordre social représentent 32% de tout le PAG2 et que ça équivaut à un montant de 3 779 milliards de nos francs CFA. Alors, est-ce que tout ce que vous dites là, est-ce que ce n'est peut-être pas prévu dans... Non, quand on a vu le gouvernement Patrice Talon travailler et on sait les chiffres qu'on nous miroite, et on sait les réalités que nous vivons tous les jours. Donc, on peut juste faire des annonces et à l'arrivée, comme ce sont eux-mêmes qui évaluent encore la part exécutée dans le PAG, on ne peut pas sentir réellement les réalisations. Ce que moi je demande est que, si tant est qu'il y a il y a ces projets en cours, il faut que ce qui est faisable, ce qui est pour tout le monde. Par exemple, on dit le social. Les enfants à l'école aujourd'hui, je salue, il faut que je reconnaisse qu'aujourd'hui, les enfants ont les mêmes professeurs, ceux qui sont au privé et ceux qui sont au public. Mais il faut leur permettre d'avoir plus de salles pour que dans une classe, il n'y ait pas 70 ou bien 68, 69, 60 élèves et que la connaissance puisse être distribuée de la même manière. Parce que, certes, nous avons les mêmes professeurs dans le privé et dans le public aujourd'hui parce que l'État a fait un recrutement. Mais quand vous êtes au nombre de 60 ou 70 dans une classe, ce n'est pas le même rendement par rapport à ceux qui sont en nombre de 25 ou 30 dans la même classe. Le professeur aura plus de temps à corriger, à suivre le niveau de chaque élève qui est dans le public où il y a beaucoup d'effectifs. Donc, je demande au gouvernement, s'il y a de social, pour moi, le social, ce n'est pas aller distribuer de l'argent. Mais le social est qu'il faut créer, il faut construire des infrastructures au niveau de l'école pour que les écoles soient désengagées et démultiplier les salles et permettre à tous ceux qui travaillent dans ce secteur-là d'avoir la vie facile. Parce que quand vous demandez à un enseignant, à un élève, est-ce que vous voulez être un enseignant, à moins que ça soit dans les villages à Cotonou, à l'entour de nous, c'est rare à 90%. Donc il faut revoir ce système-là. Parce que quand les enseignants seront respectés, quand les travailleurs seront respectés, les gens auront de valeur. Il y a une citation qui dit, comment faire comprendre aux jeunes de beaucoup travailler, d'étudier, quand on voit que ceux qui ont étudié, qui ont travaillé sont des chômeurs et ceux qui n'ont rien fait, les brigands, les bandits, sont des milliardaires. Donc il faudrait revoir ce que nous donnons aux gens, ce que nous proposons et c'est ce que je souhaite. Moi je ne veux pas parler de quel choix on ferait, mais je propose ou je préconise que à partir de 2022, il faut que nous cessons de souffrir tel que nous vivons. Alors, cessez de souffrir tel qu'on vit. Est-ce que, Antoine Adoukonou, au regard de vos différentes théories sur les questions économiques, des questions peut-être sociales et peut-être aussi financières, est-ce que ces développements qu'il fait tiennent la route? Non, je crois que ces développements, est-ce qu'ils tiennent la route? Bon, je ne sais pas ce que vous mettez dans tenir. Sinon... Est-ce que c'est objectif? Non, objectif, je pense que, je ne dirais pas que c'est objectif, mais je dirais que
c'est ça qui est ce qui est recherché à l'arrivée. Pas tout le monde, ce n'est pas M. Kandé Kansou seul. Moi, je suis un enseignant. Donc, je veux qu'on augmente mon salaire indéfiniment. Si je suis à 200 000 et on m'amène à 300 000, je ne peux pas dire que je vais m'arrêter à 300 000. Si désormais on dit encore on va aller à 350 000, je suis prêt. Donc, nous sommes tous dans cette logique de voir augmenter. Maintenant, la problématique est de savoir est-ce qu'on peut, jusqu'à quelle limite, le gouvernement est capable d'augmenter. Et c'est ça toute la question. Et il disait que on a l'habitude de miroiter des chiffres, de faire des promesses, et qu'à l'arrivée, on ne sent pas vraiment les impacts de ce qu'on annonce. Non, je crois que, miroiter les chiffres, c'est aussi une vue de l'esprit, parce que, d'abord, les statistiques officielles, c'est-à-dire données par le FMI, la Banque mondiale, l'autre, là, on ne peut pas manipuler. Ça, là, c'est de côté. Maintenant, en ce qui concerne même les chiffres du PAG, en fait, c'est un programme, d'accord, décliné en plusieurs projets. Et donc, c'est une prévision. Et quand on prévoit, on peut ne pas atteindre. Parce que ce sur quoi on s'est basé pour prévoir, peut-être que des paramètres ont changé. Ce que ce que nous devons retenir de façon objective, c'est quoi? Le gouvernement, ce que nous demandons au gouvernement, il va trouver les ressources où? Parce que c'est la résolution de cette question qui permet de résoudre les autres. Il n'y aura pas un seul franc du président Patrice Talon en tant qu'institut personnel qui va rentrer dans ce que les Béninois veulent. Aucun gouvernant ne peut pas mettre un franc dedans. C'est toujours les ressources qui sont mobilisées par l'État béninois qui seront redistribuées. Donc, en pensant à la redistribution, à ce qu'il faut augmenter le salaire des AME, des enseignants, de diminuer les coûts des produits, tout ça là, il faut en même temps penser à où trouver les ressources. Parce qu'il faut d'abord créer la richesse avant de la redistribuer. Donc, c'est une paire de ciseaux. Il n'y a pas l'un sans l'autre. C'est quand on mobilise qu'on peut redistribuer. Donc, ceux qui parlent seulement de la redistribution ne peuvent pas être objectifs s'ils ne se rapprochent pas un peu à la création de la richesse. Alors, parlant de cela, le Conseil des ministres... Un instant. Parlant de cela, le Conseil des ministres a dit qu'il sera d'ailleurs procédé à une certaine réduction du train de vie de l'État afin que la richesse soit davantage créée. Est-ce que là, ça sous-entend que les citoyens devront davantage faire plus de sacrifices qu'avant? Quelles sont les implications? Voilà. Vous venez de donner un exemple déjà. Parce que quelles sont les sources de revenus du pays? Les ressources propres, pour les avoir, c'est les recettes fiscales. Nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas découvert un gisement de mines, et tout le monde sait que les ressources propres de l'État proviennent pour la plupart des recettes fiscales. Prenez le budget général de l'État, tout est décrit dedans. Vous voyez? Donc, et les autres ressources, ce sont les ressources extérieures. D'accord? À partir de ce moment où nous travaillons à nous endetter moins, autrement dit, nous travaillons à ce que les ressources, la plupart proviennent de nous-mêmes, et que ces ressources sont fiscales, c'est normal que cette pression fiscale que nous voyons, ces réformes que le gouvernement fait en faisant en sorte qu'il y ait moins d'évasion fiscale, mais qui malheureusement rejaillit sur la vie des Béninois. Lorsque vous parlez de l'huile, par exemple, quand on parle de la notion de prix, il y a d'abord la notion de coût. Si les coûts qui permettaient de faire en sorte que l'huile soit là augmentent, c'est normal que le prix augmente.
Je vais expliquer des choses parce que le temps va nous surprendre tout à l'heure. Allez-y. Je vais expliquer des choses terre à terre à notre ami. Quand vous prenez le gaz que nous utilisons, gaz domestique que nous utilisons, le prix au Bénin, nous connaissons au moins 3300 ou 3000 et quelques, ça varie de mois en mois. Mais au Burkina Faso, proche de nous, nous connaissons le prix qui est entre 2000 et 2200 francs, le gaz domestique que nous utilisons. Or, nous avons un port, et s'il y a de transit, c'est par le Bénin, non par le Burkina Faso. Pourquoi aujourd'hui le gouvernement se sent dans la difficulté de mobiliser les fonds? Quand chaque week-end ou chaque semaine ou chaque mois, on entend et on a découvert de drogue dans votre pays, les opérateurs économiques qui vont faire des transits par le Bénin ont peur parce que votre port n'est pas assuré. Et qu'il n'y a pas de dédouanement au port, qu'il n'y a pas de produits qui descendent dans le pays, ce que vous allez percevoir de façon directe au port d'abord vont diminuer. Et quand ça diminue... Quand c'est comme ça, on fait quoi? On ne lutte plus contre le trafic des stupéfiants? Non, c'est la question que j'allais lui la poser. question est que de tout faire pour que ce passoire-là n'existe plus. Est-ce que c'est pas ça qu'on fait? Non. En luttant justement, décourageant. On a vu ce qui se passait avant le gouvernement de la rupture. Et le cas de drogue qu'on citait là, et ce qu'on fait aujourd'hui, la comparaison, c'est très net. Et c'est ceux qui sont là, qui ont tout l'arsenal juridique où on dit la criette fait peur. On dit il y a telle institution qui fait peur. Donc s'il y a tellement de peur et les gens continuent de le faire ou bien les gens le font plus qu'avant, il y a des questions qu'il faut se poser. C'est ça. On a vu que pour embaucher des gens, pour avoir des travailleurs, pour créer de la richesse, l'État seul ne peut pas le faire. Il faut avoir des sociétés privées. Aujourd'hui, quels sont les opérateurs économiques béninois qui travaillent? Est-ce que le climat juridique permet aux gens d'investir et d'implanter des entreprises ici? La loi sur l'embauche, est-ce que ça permet à ceux qui veulent travailler, ceux qui sont dans le travail en sécurité? Tout cet ensemble mis dans le panier fait que le fait d'avoir des moyens de façon nombreuse, ces moyens ne viennent pas. Mais puisqu'on va continuer toujours de vivre, on fait tout possible pour pressurer le peuple, on fait tout possible pour augmenter les taxes, ou bien trouver les moyens pour continuer à vivre. Et c'est pas bien. Donc je souhaiterais qu'on crée un climat social où la justice soit plus impartiale. Il faudrait que les partenaires sociaux puissent avoir plus de mains, les entrepreneurs béninois qui travaillent puissent avoir des marchés et continuer à recruter pour que tout puisse, s'il n'y a pas un minimum d'aspects favorables, les gens ne pourront pas investir. Et quand on ne pourra pas investir, on va faire des prévisions de 1000 ou bien de 200 000 milliards, mais on finira toujours par voir qu'on n'a pas mobilisé la moitié ou bien 75% de ce qu'on doit faire. Alors, Julien Kari-Kansou, je reste avec vous. À l'arrivée du président Patrice Talon en 2016, et lorsqu'il a fait le programme d'action du gouvernement présenté en décembre, il disait qu'à force de manquer de tout devient prioritaire et qu'il comprenait l'impatience du peuple béninois, mais qu'il va inviter plutôt ce peuple à plus de sacrifices. Et d'où alors, quelques mois plus tard, il a employé l'expression « serrer la ceinture ». Lorsqu'il l'a dit et que les concitoyens peut-être ont senti la pression que vous décrivez là, et qu'il a fini le premier quinquennat et que lui-même, le 23 mai, librement à l'occasion de son discours de prestation du serment, dit que le second mandat sera hautement social. Et après, fait un second programme d'action du gouvernement, est-ce que ce n'est pas en connaissance de cause, en sachant très bien que là, cette fois, il sait là où il va, qu'il fait cette annonce? Je ne pourrais pas le dire. Parce qu'il n'avait pas fait une annonce contraire avant et qu'on n'a pas eu les effets. Et je ne pourrais pas avoir suffisamment, parce que moi, je ne suis qu'un analyste politique. Oui, tout à fait. C'est dans ce sens que je vous pose des faits. Vous les appréciez comme vous voulez. Je ne fais pas des appréciations que sur ce que j'ai eu à faire. Oui. Moi, mon souhait est qu'il y ait de changements. Mais connaissant l'homme, Patrice Talon, il avait promis devant tout le monde qui fera un seul mandat que c'est une exigence morale. Il n'a pas tenu promesse. Il avait dit telle ou telle personne vont avoir telle chose. Donc vous ne croyez pas alors? Donc moi je veux voir les choses se concrétiser et en un an, en décembre prochain, on pourra nous inviter et puis nous allons faire le débat pour dire cette fois-ci on a eu ce qu'on voulait ou bien si ce n'est pas satisfaisant, il y a au moins une amélioration. Mais à l'étape actuelle, je voudrais voir les choses s'accomplir avant de pouvoir opiner. Oui. Antoine Anoukonou, beaucoup de concitoyens, peut-être comme Julien Kari-Kansou, estiment qu'on a plus d'annonces que de faits. Vous avez certainement lu à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux les expressions trop de maquettes, etc. etc. Lorsqu'on parle de revalorisation des salaires des travailleurs, je prends cet exemple-là de façon palpable. Est-ce que vraiment les gens devraient s'attendre à ce que, effectivement, là, nous sommes, comme le chef d'État l'a promis en mai, vraiment dans une dynamique du vrai social et que les gens vont vraiment sentir ce ouf de soulagement?
Bon, je crois que avant de répondre à votre question, je voudrais faire une mise au point pour qu'on ne me prenne pas autrement que je pense. Très bien. Je n'ai jamais dit que je ne suis pas pour que le coût des produits sur le marché diminue. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit que je ne suis pas prêt pour que la condition des armes soit améliorée, qu'ils soient payés tous sur tous. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit qu'il faut faire en sorte que les salaires soient augmentés, que la condition de vie des citoyens s'améliore. Je n'ai jamais dit ça. Mais j'ai seulement dit que, en pensant à ces choses, il ne faut pas oublier de penser à là où on doit chercher les ressources. Parce que si les ressources sont disponibles de façon illimitée et indéfinie, que veut le gouvernement? Que veut un chef d'État? C'est de faire en sorte que son peuple l'applaudisse. Donc, si les moyens sont là, le gouvernement ira dans ce sens. Et justement... C'est pour ça que je vous demandais les chemins à emprunter pour avoir facilement les moyens. Justement, parce qu'à Davos, par exemple, il continue. s'il vous plaît, à Davos, par exemple, payer des milliards pour l'impôt béninois. Justement, il n'est plus là aujourd'hui. Justement, c'est pas pour rien que le gouvernement annonce ces chiffres. Parce que ce gouvernement a compris que c'est une préoccupation nationale. Et ils sont dans la dynamique d'y répondre. Et peut-être, avant d'annoncer ces chiffres, c'est qu'un travail a été fait et on s'est assuré que notre économie aujourd'hui, avec sa structuration, nous permet d'engranger des ressources pour y répondre. Et je suis sûr d'une chose, parce que il faut qu'on soit un peu honnête. Et ce gouvernement n'a pas l'air d'un gouvernement ventilateur. Parce que si les choses qui se disent, on le voit se faire. Même si tout n'est pas fait, on voit quand même que quelque chose se fait. Donc, moi je ne voudrais pas prendre le gouvernement du président Talon comme un gouvernement qui annonce qu'il va augmenter les salaires aux travailleurs et qu'à l'arrivée, que rien ne sera fait. Je ne crois pas. Et ça a été dit dans un cadre officiel du Conseil des ministres. Mais je rappelle au passage que c'est pendant le quinquennat que l'augmentation est annoncée. Je ne sais pas si ça va être en 2022, 23, 24 ou 26. Il ne faut pas qu'en 2022, si on n'a pas l'augmentation des salaires, qu'on vienne me dire ici qu'on a annoncé, on n'a rien eu. Non, selon les annonces, c'est que déjà en 2022, on devrait commencer à sentir les effets. On n'a pas précisé 2022. Mais on fait un budget pour quand? On fait un budget pour... Non, ça là, c'est pas dans le budget qu'on a dit à tel... C'est pas dans le budget, c'est dans le PAG. Nous sommes d'accord. D'accord? Il faut qu'on soit précis. Oui. Il ne faut pas qu'en 2022, on vienne m'attaquer ici pour dire que le gouvernement n'est pas ceci, le gouvernement n'est pas cela. Vous voyez, mon ami a semblé définir certaines pistes de sortie de solutions pour pouvoir augmenter les ressources. Mais je suis au regret de vous dire que aucun pays ne fonctionne comme ça. Parce que, et c'est ça qui justifie aussi la hausse de certains prix qui ne sont pas liés nécessairement au coût. Parce que lorsque vous prenez les produits, les denrées alimentaires là, mais dites-moi, quel impôt l'État a augmenté pour que les prix augmentent? Est-ce que c'est la douane qui a augmenté? Est-ce que c'est les impôts au niveau de cette qui ont augmenté? Dites-moi ce qui a augmenté pour que les gens rejaillissent les prix sur le marché. C'est l'analyse là doit être faite dans ce sens. Mais vous-même vous avez dit, vous savez, un opérateur économique qui passe par ici, qui importe de l'huile par exemple, et que en dessous de cela, il y a le blanchiment de capitaux, où il transporte la drogue, tout ça là, pour passer là. Vous pensez que quand il réussit le premier coup à faire passer la drogue, ce qu'il amène comme marchandise, mais il fixe les prix qu'il veut. Parce que en fait, c'est pas de ça, c'est pas ça qui est réellement ce qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est ailleurs. Mais dès que le circuit de la drogue, par exemple, ou bien les évasions fiscales, quelqu'un qui ne reversait pas les TVA et qui se trouve devant la facture normalisée du coût, où il est obligé de verser les TVA, il est obligé de se prendre au sérieux dans le travail qu'il fait en fixant les prix normaux. Donc, l'augmentation des prix peut être due peut-être à une discipline
même que le gouvernement met en place et qui discipline les commerçants à être sérieux envers eux-mêmes. Donc, il faut une étude pour comprendre réellement ce qui fait qu'il y a ces augmentations de prix. Je suis prêt à parier que vous avez encore beaucoup de choses à lui répondre et que lui aussi il a beaucoup de choses à dire. Mais dans une dizaine de minutes, c'est qu'on a fini. Je voudrais qu'on opine sur l'autre paire de manches de ce duel. C'est notamment la réaction des États-Unis d'Amérique. On a deux types de réactions survenues ces derniers jours. D'abord, un communiqué du département d'État américain qui disait justement, et je cite un pan de ce communiqué, « Nous sommes alarmés par la poursuite de l'érosion de l'espace dévolu à la dissidence par l'accroissement général des restrictions et à l'autogestion participative et à la liberté d'expression et par le ciblage systématique des figures de l'opposition politique. » Et comme si c'était, si ça ne suffisait pas, il y a une suite à ce communiqué, notamment par exemple du Millennium Challenge Corporation qui dit le 14 décembre, le conseil d'administration du Millennium Challenge Corporation, MCC, a retenu de nouveau le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Bénin comme éligibles pour des accords de dons compacts pour l'intégration régionale. Cependant, en raison du déclin sur plusieurs années de l'engagement du Bénin vis-à-vis des critères d'éligibilité de la MCC et des principes de gouvernance démocratique, le conseil d'administration a discuté et approuvé la proposition de la MCC de réduire de manière significative la part de l'investissement régional prévu qui serait faite au Bénin par le biais d'un accord de dons régional. En clair, c'est que le MCC sera réduit considérablement, c'est clair, le communiqué l'a dit. Julien Kandé-Kansou, est-ce que là, le Bénin est vraiment sur un mauvais chemin sur le plan de la gouvernance démocratique? Il n'y a pas d'autres indices pour pouvoir mesurer. Les États-Unis sont des pays d'une grande démocratie. C'est un pays de grande démocratie. Aujourd'hui, je passe par ce canal pour saluer la clairvoyance de l'expert en gouvernance et en conduite, M. Sotonji, expert Sotonji Edmond, qui pense qu'aujourd'hui, et tout est en train de se mettre ensemble, en place, pour que les opposants puissent se mettre véritablement en place pour pouvoir exiger un certain nombre d'engagements ou de résolutions de la part du gouvernement en place, parce que les États-Unis ont fait leur observation. D'ailleurs, on a dit en 2022, il y aura le social et on estimait des coûts et voilà que les ressources que nous avions qui étaient des acquis, on vient d'avoir de fracturation de ces ressources. Comment nous allons faire anticiper sur les faits pour avoir de moyens pour respecter les promesses du social à venir. Donc il y a les doutes qui existent. Mais cela n'empêche, il faudrait que les opposants saisissent les moyens, quand il y a la voie qui est lancée, une assise, pour qu'ils puissent redéfinir les prérogatives et exiger de la part du gouvernement ce qu'il demande, et avec l'appui de ceux qui pensent que la démocratie n'est pas en place, pour qu'ils puissent avoir véritablement de solutions. Et quand aujourd'hui... Personnellement, c'est vrai, cette conversation, elle n'est pas privée, elle est publique, votre caméra est devant vous. De temps en temps, vous pouvez prendre peut-être le peuple à témoin en regardant dedans et nous dire si de façon personnelle, vous pensez que la démocratie béninoise est vraiment en train de s'éroder. Je dire, et je prends le peuple à témoin, que quand on a fait des élections exclusives, ou quoi qu'en soit les démonstrations de mon ami Adou Kounou, où on a eu un parlement monocolore, où c'est seulement l'opposition et la mouvance qui est assis, on a eu à faire une élection municipale où les maires qui devaient être désignés par les élus, on a fini par trouver des formules pour être désignés par des partis politiques. Quand on a fait une élection présidentielle tachetée de sang, où au nord, l'armée a fini par tirer, et puis on a vu des femmes. Avec des militaires blessés aussi. Des militaires blessés. Et on a vu aussi la condamnation de Rikia Madougou, une candidate recalée, Joël Aïvo, candidat recalé, et les arguments sur lesquels ils ont été, comment dit-il, condamnés sur tout cela. Et puis la décision des États-Unis vient suite à leur condamnation. Je pense que moi-même, je savais que la démocratie est en régression, elle était en agonie, mais on a fini par l'ensevelir. Nous ne sommes plus dans un régime démocratique, nous sommes dans un régime de la tyrannie. Très bien. Antoine Ndoukonou, est-ce que le ciblage systématique des acteurs politiques dont parlent les États-Unis d'Amérique est vraiment effectif au Bénin?
Bon, on n'a pas beaucoup de temps, puisque... Mais allez-y quand même. Un peu de temps, on peut dire beaucoup de choses. Ce sont des questions sérieuses, mais on n'a pas beaucoup de temps, on est obligé de survoler, puisque mon ami a cité beaucoup de choses. Si on avait le temps, on allait aller au cap. Déjà, tout ce que vous dites, vous pouvez utiliser ce temps-là et aller droit au but. Non, vraiment, j'ai le débat aussi. J'ai tellement de choses à dire que... Allez-y, je vous prie. Mais ce que je vais être aussi bref, résumé en quelques minutes. Oui. C'est que malheureusement, ce communiqué manque de précision à mon avis. Parce que le communiqué parle du recul de la démocratie, de ciblage des opposants, mais sans être précis. Qu'est-ce que les États-Unis, quels sont les indices qui les ont poussés à dire que la démocratie est en recul? Normalement, le communiqué devait citer ces indices et conclure. Et là, on peut apprécier pour dire, ah, voilà les éléments qui ont poussé les États-Unis à dire que la démocratie... Mais malheureusement, on n'a pas les indices. On nous a laissé maintenant apprécier et chacun définit ses indices. Moi, par exemple, je peux dire, ah, peut-être les États-Unis ont observé que est-ce qu'une démocratie est normale lorsque l'armée qui est républicaine doit faire face à des chasseurs, des soi-disant chasseurs, qui peuvent combattre l'armée, d'accord, et qui peuvent tirer sur des militaires qui sont censés nous protéger. Est-ce que dans une démocratie normale, est-ce que ces soi-disant chasseurs peuvent exister? Moi, je peux dire que c'est ça. Je peux dire que ces chasseurs, on trouve des Béninois qui sont à l'extérieur et qui proclament ouvertement que ces chasseurs qui sont en train de combattre l'armée républicaine de leur pays, qu'il faut trouver des aides pour accompagner ces chasseurs. Moi, je peux penser que les États-Unis, c'est peut-être... Non, il faut que vous ne voudrez pas que... Non, laisse-moi aller. Pas que le mensonge passe. Si le mensonge passe, le mensonge passe. Un instant. Parce que comme Koutia a Julien Kaneka, il a demandé aux Béninois de prendre le foulard et de manifester. Vous n'avez plus la parole. Il n'a pas dit aux chasseurs. C'est Antoine Aloukonou. C'est Antoine Aloukonou. Oui, mais vous aurez le temps de réagir. Vous aurez le temps de réagir. Je parle de la ministre Djibril ou bien quelque chose là, qui a dit, ça existe. Je ne parle pas de Kwame Koutia. Lui, il a parlé de mouchoirs. D'accord? Peut-être que les États-Unis ont vu ça. Peut-être que les États-Unis sont étonnés qu'un professeur de droit constitutionnel qui enseigne que les décisions de la Cour constitutionnelle sont en recours, les États-Unis découvrent que ce professeur est capable de dire que lorsque la Cour a rendu une décision pour confirmer le parrainage, qu'on peut faire exploser oui, la Cour constitutionnelle n'est pas au-dessus du peuple. Qu'on enseigne le minimum sur ce plateau-là. Oui, mais Julien Kaneka-Sow. La Cour constitutionnelle n'est pas au-dessus du peuple. Très bien. Quand le peuple décide, parce que quand les lois sont exclusives et on demande au peuple de se manifester, si le peuple arrive à se manifester et arrive à avoir le dessus, on a vu. On fait des référendums, on fait des assises. Attendez. Vous savez, un instant. Le minimum qu'il faut, c'est qu'on puisse entendre. Au Burkina Faso, à côté, il y avait la Cour constitutionnelle qui n'avait pas dit qu'il y a de problème, mais le peuple s'est soulevé. Très et on a vu n'est pas au Burkina Faso non plus. Donc, ce sont des éléments qui montrent quand on dit tel individu ou telle personne dit à telle chose, il faudrait avoir. Il y a des voix qui portent et qui décident de ce qu'on peut tenir comme condition. Il y a toujours dans une république des leaders qui décident. Oui, Antoine Aloukonou. Oui, mais dans le même temps. Oui. Non, c'est pas le mensonge. Oui, allez-y. Les États-Unis, je les reprends. Voilà, vous avez dû assister à ces échanges un peu houleux sur ce plateau du duel. C'est ici, malheureusement, que nous refermons les portes de cette émission puisque le temps qui nous est imparti est complètement arrivé à son terme.